aujourd'hui sur la cité scientifique. Donc ça va être vraiment très pratique ce qu'on va regarder ensemble. Mais tout d'abord, on va commencer par présentation du réseau de chauffage. Donc la chaufferie, conduite, sous-station. Ensuite, je vais vous présenter quelques données de consommation des bâtiments. Ensuite, pour finir, les apports des réseaux intelligents sur un tel système de réseau. Donc, pour commencer, ça c'est un schéma typique d'un réseau de chauffage. Donc, on voit la chaufferie à gauche. Ensuite, on a un réseau. Ensuite, on a différents points consommateurs, que ce soit des bâtiments, différents types. Donc, ça, c'est le réseau qu'on a aujourd'hui à la cité scientifique. Donc, au nord de la cité, on a la chaufferie, l'étoile rouge. Ensuite, on voit en rouge le réseau de chauffage primaire et en violet le réseau de chauffage secondaire. On va voir les différences par la suite. Donc, je vais commencer par le poste de production d'énergie de chauffage, la chaufferie. Donc, sur la cité scientifique, on a une chaufferie de 950 mètres carrés. Elle fonctionne grâce à 3 chaudières d'une puissance de 31 MW. L'énergie primaire, c'est principalement du gaz naturel et du fioul. On est sur des basses températures relativement et qui ne dépassent pas 110 degrés C et avec une pression de 4 bars maximum. Donc ça, c'est une image d'une chaudière de la cité scientifique. Ensuite, je vais passer aux tuyaux qui permettent d'acheminer cette énergie de chauffage produite dans les chaufferies. Donc, c'est des tuyaux métalliques avec une isolation extérieure et une protection. Sur la cité scientifique, on a 5 km de réseau primaire et 3,7 km à peu près de réseau secondaire. Donc, dans le cadre de mon doctorat, on a collecté toutes les informations qu'on avait sous la main de ce réseau, notamment les sections, les longueurs, les géométries, les points de contrôle de ce réseau, primaire et secondaire. Et toutes ces informations ont été regroupées dans une seule base de données, Sunrise. Donc là, je vous présente par exemple un exemple de représentation de notre base de données. Donc ici, on voit les différentes sections du réseau primaire. Donc on a des sections de 26 mm à 350 mm. Et après, on peut générer autant d'informations qu'on veut sur ce genre de graphique qui permet, en fait, ça a beaucoup d'avantages. Donc pour l'analyse et d'autres objectifs. Maintenant, on va parler de la sous-station. Donc, je vais vous présenter rapidement la différence entre réseau primaire et secondaire. Donc, ça, c'est l'énergie qui vient de la chaufferie vers une première sous-station primaire qui est en bleu. Donc, la chaleur fournie dans le P1, par exemple ici, elle va servir à chauffer le bâtiment P1, mais aussi à chauffer 2 autres bâtiments qui sont des bâtiments secondaires. Cette notion, elle est très intéressante parce que le bâtiment P1 en lui-même, il se transforme en quelque sorte comme une chaufferie en fait. Il récupère l'énergie et après, il l'utilise, mais il la diffuse pour d'autres bâtiments. Donc, pour ces sous-stations, en fait, c'est un facteur très important pour le projet Sunrise. Donc, pareil, pour les sous-stations, on a collecté beaucoup d'informations telles que les années de régulation, ce que je représente aujourd'hui sur ce graphique en fait. Ça, c'est les années de régulation. Ensuite, on a pas mal d'autres informations sur notre base de données, telles que les superficies, les puissances de chauffage, les déperditions dans les bâtiments, les surfaces des bâtiments, l'usage des bâtiments, tout ce genre d'informations. On les a regroupées dans une base de données dédiée pour ça. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je vais vous présenter le bâtiment M1. Donc, on va voir comment ça se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc, le bâtiment M1 il se situe à peu près au milieu de la cité scientifique. Ça, c'est le schéma de principe de la sous-station du bâtiment M1. Donc ici, on a les échangeurs calorifiques. Donc le réseau primaire
il fournit les échangeurs avec la chaleur. Ensuite, cette chaleur, elle va être, voilà, ça c'est l'échangeur, et cette chaleur, elle va être distribuée dans des compartiments du bâtiment M1. Ici, on a les 3 compartiments du bâtiment M1, donc l'eau chaude, ensuite on a les CTA et les départs vers les réseaux de chauffage. Parallèlement à ça, la sous-station M1, elle fournit la chaleur aussi à 2 autres bâtiments, qui est le M2, ici, et la médecine de travail. Ces 2 bâtiments secondaires. Donc maintenant, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est un schéma, mais comment ça c'est présenté dans la sous-station. Donc, le réglage de la chaleur, il s'effectue principalement par des 23 voies, ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est une 23 voies automatique. Ensuite, je vais faire un petit zoom sur cette partie qui est le départ vers le bâtiment M1. Donc ici, ce qu'on a, c'est les 23 voies motorisées qui permettent la circulation du fluide. Ensuite, on a un réseau, en fait, on a le compteur des consommations calorifiques. Ces consommations, elles sont envoyées par réseau radio vers une plateforme, en fait, qui récupère toutes les informations que nous, on l'utilise pour récupérer les consommations. Et c'est transmis toutes les heures. Donc on a aujourd'hui les consommations des différents bâtiments de la cité scientifique toutes les heures. Ensuite, dans la sous-station, on retrouve pas mal de capteurs de température, tels qu'on le voit ici. On a des débitmètres automatiques. Et tout ce système-là, il est géré par un automate Soter Nova 230, qui est le cas du bâtiment M1. Maintenant, je vais passer à une présentation des consommations des bâtiments. Donc ici, on a la consommation de la cité scientifique de 2009 à 2012. Ce qui est en rouge, c'est les consommations. Bleu, c'est les DGU, durée jour unifié. Donc avec ce graphique, on voit que la consommation, elle ne dépend pas forcément seulement des DGU, c'est-à-dire des températures extérieures du jour. Donc sur ce graphe, on voit que là, l'enseignement et la recherche, c'est le poste le plus consommateur dans la cité scientifique, suivi par les résidences de à peu près 30%, ensuite 10% pour les administrations, et on a 3,8% des restaurants et d'autres postes de consommation. Donc on va s'attarder un peu sur ce graphique. En fait, ici, en rouge, je représente les consommations journalières du bâtiment M1, toujours. Et en bleu, les températures extérieures moyennes du même jour. Donc globalement, on voit que la consommation, elle est plutôt logique ou cohérente par rapport à la consommation extérieure. C'est-à-dire, ici, on voit une ligne horizontale qui est à peu près la symétrie entre les consommations et les températures extérieures journalières. Donc, quand la température baisse, évidemment, la consommation, elle augmente. Quand la température augmente, la consommation baisse. Donc, d'une façon générale, le comportement, il est très cohérent. Et ici, on a la corrélation linéaire entre les consommations journalières et les températures extérieures journalières. Donc, on voit qu'il y a une bonne corrélation entre les deux. On observe quand même une petite surconsommation dans les températures basses, mais globalement, ça reste sur l'axe de la corrélation linéaire. Donc ça, c'était pour les jours de week-end. Donc on trouve pareil, une bonne corrélation entre les deux, des consommations journalières. Maintenant, on va voir les apports du réseau intelligent. Pour voir ça, on va diminuer l'échelle des consommations et on va regarder comment ça se passe toutes les heures. Donc toutes les journées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on a une bonne régulation, on a une bonne corrélation entre les deux, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les consommations horaires. Donc ici, on a fait la même chose, corrélation
entre les consommations horaires et les températures extérieures horaires, on voit qu'il y a quand même une bonne dispersion entre les deux. Ce qui est normal, parce que j'explique ça parce que en fait, la régulation, elle n'est pas faite à l'échelle horaire, et on commence là à voir les apports et les avantages d'un réseau intelligent et des technologies en fait, qui peuvent travailler sous l'échelle horaire et non pas sur une échelle journalière. Donc, on retrouve en fait ce point d'intersection. En fait, il est intéressant parce qu'il représente la moyenne d'arrêt du chauffage, qui est à peu près de 25 degrés, qui est assez élevé sur une page horaire. Donc, on retrouve aussi que les consommations, on a une surconsommation en basse température et on a une sous-consommation avec des températures plus modérées. Donc, pareil pour les jours de week-end. Donc, on a quand même une bonne dispersion et une surconsommation en basse température et sous-consommation relativement en température moyenne en fait. Et donc, avec le modèle théorique qu'on a élaboré, que j'ai élaboré pendant ma thèse de doctorat, en fait, on a pu imaginer un scénario de consommation théorique qu'on voit en bleu, et les consommations réelles, elles sont représentées en rouge. On voit qu'il y a quand même un écart, qu'il y a des optimisations à faire et peut-être un gain important des consommations d'énergie. Voilà, merci pour votre attention.